C'est une nouvelle grogne paysanne qui a lieu en France en ce moment. Depuis vendredi, les agriculteurs français effectuent des actions, bloquent des routes. Ça rappelle ce qui s'était passé en janvier dernier. On va revenir d'ailleurs sur les raisons de cette colère qui avait explosé en début d'année et qui revient, semble-t-il. Et pour cela, on va en parler avec Olivia Detroya. Bonjour Olivia. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, journaliste économiste, spécialiste des questions agricoles. Je le disais, on a eu surtout ce week-end, en fin de week-end et ce matin, des blocages. La France est revenue avec des blocages d'agriculteurs comme c'était le cas en janvier. Alors il y a quelques blocages d'agriculteurs, mais pas au niveau de ceux qu'on a connus l'année dernière, où vraiment il y avait eu un mouvement très irruptif et des blocages stricts de grands axes routiers, notamment depuis l'Occitanie. Ce matin, on était sur des blocages un petit peu plus ponctuels et un peu plus mesurés. Pour l'avoir moi-même vécu ce matin, effectivement, il y avait des tracteurs sur la 118, mais on pouvait passer. Et en fait, c'est un message très clair du syndicat majoritaire agricole qui est la FNSEA, de dire il n'y a pas d'atteinte aux biens, il n'y a pas d'atteinte aux personnes, faisons un mouvement mesuré pour se préserver aussi, garder le soutien de la population sur un mouvement que les Français trouvent légitime. Donc voilà, dans un premier temps, des mouvements symboliques autour du Mercosur, on en parlera sûrement tout à l'heure, et de la présence de Macron au G20 de Rio. On va voir quand même se multiplier les actions cette semaine. J'en ai dénombré à peu près une centaine jusqu'à la fin de la semaine, à la fois de la FNSEA et des deux autres syndicats majoritaires, la coordination rurale et la Confédération paysanne, qui, eux, ont des approches un petit peu plus radicales et probablement des points un peu plus chauds, notamment dans le sud du pays, où pour le coup les travaux agricoles sont terminés, on a fait les récoltes, les semis sont terminés. Donc du coup, il y a peut-être un peu plus d'ouverture pour des colères un peu plus fortes de la part des agriculteurs dans ces bastions des autres syndicats agricoles. Donc on s'attend à des actions un peu perlées tout au long de la semaine, sans énormément de dégâts entre guillemets, mais sans trop. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans les témoignages, ne pas emmerder les Français. Voilà, exactement. Le but du jeu, les Français sont pas mal emmerdés entre guillemets. On voit qu'il y a une série de mouvements sociaux à la SNCF aussi qui se profilent. On a aussi un environnement politique qui est plus propice aux contraintes budgétaires. Donc en fait, les Français et les entreprises sont dans un environnement où les contraintes financières sont fortes. Elles sont fortes aussi pour les agriculteurs, mais peut-être un petit peu moins. Le monde agricole a été plutôt bien servi depuis cet été en termes de soutien, de mesures de soutien. On voit que le politique a multiplié les gestes d'attention envers le monde agricole depuis quelques semaines. Donc voilà, il y a un enjeu non plus de ne pas tirer l'avantage un peu trop fort au risque de se mettre à dos les Français. Oui, et puis se mettre à dos les Français, pour l'instant ce n'est pas le cas. Regardez, ça c'est le sondage c'est la question qu'on a posée sur le site du Figaro. La mobilisation des agriculteurs vous paraît-elle justifiée? Plus de 82% des internautes du Figaro trouvent que c'est justifié cette mobilisation. Oui. Il y a toujours en tout cas ce vrai vent de sympathie finalement pour les agriculteurs. Oui, c'est-à-dire que les Français considèrent que leur demande, que ce soit sur le revenu agricole, que ce soit sur la libre concurrence, sur la concurrence loyale, que ce soit sur l'excès de normes, etc. Toutes ces demandes-là sont légitimes. On est dans le même ordre d'idée. Je crois que l'année dernière, on avait fait au Figaro le même sondage, on était autour de 90%. Là, nos confrères d'Ouest France mesurent le soutien au mouvement à 88%. Donc voilà, sentiment que les demandes du monde agricole sont légitimes. On sait, la France est un pays avec une culture agricole très ancrée. On a quasiment tous dans nos familles, au niveau de nos grands-pères ou une ou deux générations au-dessus de nous, quelqu'un qui a été agriculteur. Et donc, ce mouvement de soutien. Et c'est ce sur quoi comptent les syndicats pour dire, voilà, aller monnayer, entre guillemets, ce succès auprès des politiques et obtenir gain de cause sur toute une série de promesses qui ont été faites en début d'année. Je crois qu'il y en avait 70 ou 80 qui ont été faites par le gouvernement Attal. Le but, c'est, maintenant que le gouvernement a changé, d'arriver à le mettre en œuvre auprès du gouvernement Barnier. Justement, à ces agriculteurs qui manifestent, qui font des actions, qu'est-ce qu'ils recherchent aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans la rue?
Alors, il y a 2 raisons, à mon sens, qui expliquent ce retour du mouvement agricole. Il y a cet été qui a été catastrophique au niveau de la météo. On a eu la pire récolte céréalière en 40 ans. On a eu le retour des maladies, des épizooties animales dans les exploitations bovines, dans les exploitations ovines. Donc, un été particulièrement compliqué qui a mis sous tension les trésoreries des exploitations. Et la deuxième chose, c'est le Mercosur. C'est vrai que Mercosur, alors on en parle, ça fait 20 ans qu'on parle de ce traité dont on est en train de négocier les termes. Et en fait, on s'approche du moment où ça pourrait être signé. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement à nos internautes qu'est-ce que c'est le Mercosur? C'est un traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud. Voilà, et l'Amérique du Sud, les 4 pays du Mercosur, et qui viserait à baisser les droits de douane sur les pays, un certain nombre de pays de production agricole d'Amérique du Sud vers la France, et à l'inverse d'abaisser les droits de douane d'un certain nombre de produits plutôt industriels, on parle notamment de l'auto, vers ces pays-là pour faciliter les échanges. Comme dans tous les traités de libre-échange, il y a des gagnants, il y a des perdants, et les agriculteurs considèrent qu'ils font partie des perdants, et c'est pourquoi ils ont choisi ce moment-là qui est très symbolique, qui veut dire on va importer des produits qui ne sont pas fabriqués selon les mêmes normes de production chez nous, pour en remettre une couche et réexpliquer bien que les choses n'ont pas avancé suffisamment vite. Peut-être un mot aussi à avoir en tête, c'est qu'on est dans un contexte d'élections syndicales, puisqu'il y aura les élections aux chambres d'agriculture en fin janvier, qui peuvent expliquer qu'il y a un peu aussi une surenchère. On fait campagne en ce moment syndicale, sur les barrières. On fait campagne, c'est le cas de le dire, sur les barrières, autant qu'on cherche à défendre les intérêts des agriculteurs. Donc voilà, ce qui peut expliquer aussi le calendrier actuel. Alors on parlait du Mercosur justement. Certains produits, les voitures notamment, on parle beaucoup des voitures européennes qui pourraient arriver en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud qui enverrait en échange sa viande. Et c'est la question, c'est là où tout se cristallise, puisqu'il y a un problème de normes. Les viandes de l'Amérique du Sud ne sont pas les mêmes que celles de l'Europe. Oui, ça, pour le coup, c'est une certitude. Les conditions de production, alors vous parlez de la viande, mais il n'y a pas que ça. Il y a le maïs, il y a le sucre aussi, les productions sucrières qui sont incluses dans cet accord. Et c'est vrai, des modèles agricoles en Amérique du Sud, mais même aux États-Unis, qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui en Europe, et particulièrement en France, où on est quoi qu'on en pense, parmi les pays les plus exigeants en termes de normes de production environnementale. Je crois qu'il y a une centaine de molécules et d'intrants agricoles qui sont autorisés en Amérique du Sud, qui ne le sont pas en France. Et la question, au-delà de savoir qu'est-ce qu'on échange, c'est comment peut-on contrôler à l'entrée de l'Europe que les productions venant de ces pays-là respectent bien les mêmes conditions de production en France. C'est les fameuses clauses miroirs, très difficiles à appliquer et très difficiles à faire contrôler. Prenons l'exemple du sucre. Par exemple, le sucre, c'est un cristal. Quand on cristallise le sucre, tous les produits qui ont été utilisés pour le fabriquer disparaissent. Donc impossible de vérifier si on a utilisé tel ou tel pesticide interdit sur ces productions-là qui rentrent en France. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron s'oppose à ce traité du Mercosur. Est-ce que la France est, entre guillemets, condamnée à accepter ce traité? Alors non, elle n'est pas condamnée à accepter de ce traité. C'est toute la question de savoir quel est le poids aujourd'hui de la France au niveau européen et la capacité d'Emmanuel Macron et de la France à s'opposer à ce traité. Alors il a dit, il n'est pas opposé en soi à ce traité, il a dit nous y sommes opposés en l'état. La question, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire en l'état et qu'est-ce qui va pouvoir faire bouger pour que la position de la France soit plus favorable à ce traité-là. Il est question d'un fonds de compensation pour les agriculteurs qui seraient lésés par cet accord, mais ça, les agriculteurs, c'est pas très valorisant de dire voilà, vous perdez, vous subventionne, voilà, vous subventionne, voire vous arrêtez et on subventionne votre départ. Donc ça, c'est pas très valorisant. La question, ce sera de savoir surtout si Emmanuel Macron est capable aujourd'hui de peser suffisamment fort en Europe pour trouver des pays qui lui permettent de faire pression et de modifier les termes du Mercosur pour qu'ils soient un peu plus favorables ou en tout cas un peu moins défavorables aux filières dont on a parlé. Oui, parce qu'il y a des pays forcément qui sont très intéressés. On parlait de l'Allemagne justement pour les voitures. Pour la vente de voitures, mais il y a d'autres pays agricoles qui pourraient peut-être rejoindre la France dans son combat. Oui, alors c'est tout le sujet. Alors sachant que sur l'agriculture, on a aussi des filières qui pourraient bénéficier de l'accord.
Oui, voilà, alors ça Si c'est vous l'autre prenez question que je voulais vous poser aussi, c'est que est-ce que cet accord est mauvais pour toute l'agriculture ou est-ce que pour un accord de libre-échange, vous le disiez, il y a des gagnants, il y a des perdants? Voilà, et en fait, sur les produits agricoles, par exemple, les produits laitiers pourraient être favorisés, l'exportation de produits laitiers pourrait être favorisée. Les IGP, vous savez, les indications géographiques protégées qui ne sont pas reconnues en Amérique du Sud, seraient reconnues avec le Mercosur, donc ça permettrait de mieux défendre nos filières, notamment viticoles. Et c'est la difficulté du sujet, c'est que par exemple, les Pays-Bas, qui sont des pays, enfin, un État membre très, très fort sur les filières laitières, pourrait tout à fait en profiter. C'est un nouveau marché à l'exportation. Au moment où des marchés comme la Chine ou les États-Unis pourraient se fermer, eh bien c'est un nouveau marché qui pourrait être important. Donc ça va être la difficulté, comme toujours d'ailleurs en Europe, c'est d'aller trouver les alliés suffisants pour peser dans la balance et peser dans la négociation. Je rappelle que la minorité de blocage dont la France a besoin, c'est 4 pays membres qui représentent 35% de la population européenne, c'est pas rien. Effectivement, c'est pas rien, il va falloir trouver des alliés pour réussir à le contourner, cette question. Est-ce que du coup, si ce n'est pas le cas, parce qu'en ce moment, voilà, il faut dire aussi, il y a un G20 qui se passe à Rio, qui débute en ce moment. Est-ce que si les signaux envoyés ne sont pas les bons, la mobilisation peut s'accélérer? Oui, tout à fait. En fait, il y a une petite musique qui commence à monter chez les agriculteurs, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron dit qu'il s'oppose à cet accord, mais que ça n'est qu'une opposition de façade et qu'il trouve des intérêts, notamment sur l'automobile aussi. On a, nous aussi, des constructeurs automobiles assez puissants qui pourraient être très contents d'aller voir s'ouvrir de nouveaux marchés et que donc il y a peut-être une forme de duplicité du président de la République sur sa réelle opposition à cet accord. Alors ce matin, Emmanuel Macron a réaffirmé qu'il s'opposait au Mercosur, mais effectivement, si les choses n'avançaient pas et si ce traité était finalement signé dans les prochaines semaines, on pourrait voir un regain de tension. N'oubliez pas qu'il y a le salon de l'agriculture au mois de février qui est souvent un moment un peu éruptif pour le monde agricole, et ce sera le moment où se discutera la loi d'orientation agricole, qui était aussi une demande forte du monde agricole et qui a été suspendue avec la dissolution de l'été, et donc potentiellement un nouveau moment un peu de cristallisation de nouveaux mouvements. Et on suivra ça, bien évidemment. Merci beaucoup, Olivier Troya, d'avoir été avec nous. J'invite nos internautes à retrouver, bien sûr, vos articles et aussi suivre ce qui se passe en ce moment. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, notamment Emmanuel Macron s'exprimera depuis le G20. Regardez, ce sont des images en direct qu'on a depuis Rio, puisque c'est là-bas, il fait très beau. Mais les chefs d'État vont travailler et justement, on parlera de Mercosur, même si ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour, forcément, mais c'est là où il y a les partenaires. Merci beaucoup, Olivia. Merci aux internautes d'avoir été nombreux à nous suivre et je vous souhaite une très bonne journée sur le site du Figaro.